La semaine africaine. Les grandes mutations sur le plan géopolitique. Les questions sécuritaires en Afrique et au Sahel. Développement, société, culture, cinéma, musique, festival, rencontres. Un comeback de la semaine sur l'actualité africaine. La semaine africaine. La semaine africaine. La halte hebdomadaire sur Ifriqiya FM. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur les ondes de Ifriqiya FM, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire La Semaine Africaine, une émission qui traite les sujets d'actualité phares de la semaine pour un décryptage, analyse et un round-up de tout ce qui a marqué l'actualité africaine cette semaine. Au sommaire de notre émission, nous allons faire le point sur la situation au Niger depuis le coup de force du 26 juillet, sur les réactions de la communauté internationale envers les développements ou le développement des événements dans ce pays du Sahel. Nous nous intéresserons de près à la CEDEAO qui donne un ultimatum aux Nigériens pour un retour à l'ordre constitutionnel. Nous allons aussi revenir sur le soutien exprimé par le Mali et le Burkina Faso envers le Niger. Nous allons aussi nous intéresser à la situation politique et sécuritaire au Sénégal. Nous allons aussi parler de la Centrafrique et les Centrafricains qui se sont prononcés cette semaine sur la nouvelle constitution par voie référendaire. Nous reviendrons notamment sur le dernier changement opéré à la tête du gouvernement tunisien, une décision du président Kais Saïed qui intervient dans un contexte économique assez délicat. Nous allons aussi revenir sur la situation sécuritaire au Cameroun et les derniers attentats enregistrés cette semaine dans ce pays. Mesdames, Messieurs, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur les ondes de Ifriqiya FM. Vous écoutez votre émission La Semaine Africaine. Inakwana Africa. Anisokoma Africa. Sabah al-Khair Ifriqiya. Good morning Africa. Ifriqiya FM pour mieux vous informer de l'actualité africaine. Un regard africain sur l'actualité africaine. Ifriqiya FM, votre chaîne africaine. On entame avec le dossier nigérien. La CEDEAO donne un ultimatum aux militaires nigériens pour un retour à l'ordre constitutionnel. L'organisation appelle aussi à la libération du président Mohamed Bazoum. Réunis à Abuja cette semaine en sommet extraordinaire, les dirigeants de la communauté ouest-africaine décident d'une sanction ou d'une série de sanctions contre le Niger. Plus de détails avec Amina Chbot. Plusieurs décisions ont été prises lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO. Un sommet présidé par le chef d'État nigérian Bola Tinubu à Abuja avec la présence de plusieurs dirigeants ouest-africains et ce pour discuter de la crise sévie au Niger après le coup d'État. Suite à cette réunion, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont donné un ultimatum d'une semaine aux militaires nigériens dirigés par le général Abdourahmane Chiani pour rendre le pouvoir au président Mohamed Bazoum et ainsi restaurer l'ordre constitutionnel. L'organisation a également désigné le président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, comme médiateur. Par ailleurs, il a également été décidé de la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de l'organisation et le Niger. Il est aussi prévu le gel des avoirs des militaires impliqués dans le coup d'État. En plus des sanctions très fermes, notamment économiques, la CEDEAO prévoit de convoquer une réunion des chefs d'état-major pour une
éventuelle intervention militaire au Niger. Concernant l'option d'une éventuelle intervention militaire étrangère au Niger, les autorités militaires au pouvoir ont mis en garde la CEDEAO à la veille de son sommet à Abuja. Ils continuent de dénoncer un plan d'agression contre le Niger mené par certains pays, notamment occidentaux. Écoutons le colonel-major Abdurrahman Amadou qui s'exprime à la télévision nigérienne. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec des pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie. Selon les observateurs, toute intervention militaire au Niger ne ferait qu'envenimer la situation politique et sécuritaire dans la région, déjà en situation délicate. Eric Wilson-Fofac, spécialiste des conflits en Afrique, nous en parle. S'agissant de l'éventualité du déploiement d'une force militaire au Niger, c'est une solution extrême. C'est une solution qui ne pourrait arriver que si les négociations du point de vue diplomatique et autres n'ont pas prospéré. De mon point de vue, il va falloir déjà épuiser toutes les autres voies de recours avant d'envisager une option militaire, bien que cela fasse partie des options sur la table. Il faut également dire que si on arrive finalement à une option militaire, cela pourrait justement engendrer une escalade sur le terrain parce qu'il y aurait possiblement une alliance entre les forces maliennes, burkinabées et guinéennes, n'est-ce pas, qui pourraient venir en soutien au Niger si jamais on arrivait à l'option militaire, parce que la réalité nigérienne n'est pas différente de celle de la Guinée, du Burkina Faso et du Mali. De leur côté, le Burkina Faso et le Mali, deux pays voisins de la région du Sahel étroitement liés par la région des trois frontières avec le Niger, ont mis en garde cette semaine contre toute intervention militaire au Niger. Ils affirment qu'elle serait assimilée comme une déclaration de guerre à leurs deux pays. Je vous propose d'écouter un extrait du communiqué du Mali et Burkina Faso, un communiqué conjoint diffusé sur la radio-télévision du Burkina Faso. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Comme nous le disions, plusieurs pays voisins du Niger mettent en garde contre les intentions d'intervention militaire étrangère. Ces options évoquées ou envisagées par la CEDEAO ne peuvent être que facteurs d'insécurité et d'instabilité dans tout le Sahel. Après le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, l'Algérie lance un appel dans ce sens. Éclairage avec Younes Jama. Alger réaffirme que le retour à l'ordre constitutionnel à Niamey doit impérativement s'accomplir par des moyens pacifiques qui éviteront au Niger et à l'ensemble de la région un surcroît d'insécurité et d'instabilité. Pour l'Algérie, ces interventions militaires étrangères sont des facteurs de complication et d'aggravation de la crise. Auparavant, les autorités de transition du Burkina Faso et du Mali ont prévenu que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait de leur pays respectifs de la CEDEAO ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Cette position du Burkina Faso et du Mali a été saluée par la rue nigérienne. Cela montre que c'est une occasion pour nous les Africains de s'unir, de montrer aux Africains que nous sommes des frères. Si nous n'avons pas profité avec cette occasion pour montrer aux Occidentaux qu'on est un et indivisible. Le soutien officiel du Mali et du Burkina, pour moi, vient de confirmer à quel point que cette notre génération, c'est une génération consciente. C'est une génération qui ne laisse pas faire. Il y a une prise de conscience. Ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose à saluer et montre à quel
quel point que maintenant notre génération, c'est une génération consciente. En Guinée, le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, prévient qu'une option militaire contre le Niger entraînerait un désastre humain au-delà même de ses frontières. À ce propos, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a justement appelé au renforcement des relations de la coopération entre les pays du Sahel pour faire en sorte de trouver des solutions intra-africaines sans aucune ingérence étrangère au continent. Je vous laisse écouter les déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Les défis croissants auxquels notre continent est confronté, imposés par l'aggravation des crises qui se sont récemment propagées à la République du Niger, pays frère et voisin, compliquent une situation déjà fragile dans toute la région sahélo-saharienne. Cela exige de nous davantage de concertation et de coordination afin de concrétiser le consensus stratégique inscrit dans les positions de nos deux pays sur la nécessité d'activer des solutions africaines aux problèmes africains, quoi qu'il arrive. Selon Zine Sharfawi, spécialiste des questions internationales, l'option d'une intervention militaire étrangère au Niger risque non seulement de compliquer la situation dans le pays déjà miné par le terrorisme transnational, mais aussi elle rappelle de près le scénario de l'invasion de la Libye par les forces de l'OTAN en mars 2011. On l'écoute. Mettre en avant l'option de l'intervention militaire pour remettre le président Bazoum au pouvoir. La décision est une décision un peu difficile à comprendre parce qu'il n'est pas de la vocation de la CEDEAO, qui est une organisation à vocation économique, de mettre en avant ou d'appeler à une intervention militaire dans la sous-région. C'est une réaction surprenante. Jusque-là, aucune organisation internationale, même pas l'Union africaine, ni l'Union européenne et encore moins les États-Unis, ont mis en avant la nécessité d'une intervention militaire. Donc la décision de la CEDEAO est une décision qui est entourée d'innombrables interrogations. Et puis le scénario auquel nous prépare la CEDEAO rappelle un peu ce qui s'est produit en 2011 en Libye, lorsque l'ex-Jamahiriya avait été attaqué par l'OTAN. On risque de revoir le scénario se reproduire au Niger, et un scénario qui risquerait de déstabiliser encore davantage le Sahel. L'envoyé spécial du président nigérian en visite cette semaine à Alger a été reçu par le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, porteur d'un message du président Bola Tinubu, président de la CEDEAO, à son homologue le président algérien Abdelmadjid Tebboune, une approche de bon voisinage, de concertation commune sur la crise politique au Niger ont été au menu des discussions bilatérales. L'Algérie a encore une fois réitéré son appel pour le retour à l'ordre constitutionnel et son refus d'une intervention militaire au Niger. De l'avis d'Ahmed Kateb, politologue, toute action dans la région a besoin de l'aval d'Alger, d'où l'importance de cette visite de l'émissaire du Nigeria. Je vous propose de l'écouter. Le Nigeria sait pertinemment qu'aucune action envisagée au Niger ne peut être entreprise sans l'aval d'Alger. C'est pour ça que l'envoyé spécial du président Tinubu est arrivé en Algérie. L'Algérie, qui partage avec le Niger 950 km de frontières, est l'un des rares pays qui ont mis en garde la communauté internationale contre tout aventurisme militaire au Niger. Une intervention sous l'égide de la CEDEAO ou de quelque autre partie ne peut être envisagée car elle aboutirait certainement à une catastrophe humanitaire. Face au risque d'une agression militaire, les populations des pays du Sahel ne cessent d'exprimer leur soutien aux Nigériens. Les Maliens se disent solidaires et affirment pleinement partager le vœu des peuples africains de prendre leur destin en main. Écoutons ces propos recueillis par notre correspondante à Bamako, Angèle Dembélé, auprès de la population malienne. Les citoyens maliens ne se joignent pas au sujet des résolutions de la crise au Niger. Cet élan de solidarité n'est pas envié par bon nombre de citoyens maliens. Si jamais la CEDEAO agit juste par manu militari, ça va beaucoup dégénérer. J'imagine déjà que ce serait une guerre un peu régionale que d'autant plus personne n'a à gagner. Ni la CEDEAO, ni les pays membres et toute la sous-région en seront victimes. Donc la CEDEAO, de son côté, doit essayer de revoir leur système de fonctionnement. Mais je crois que c'est un message par rapport à l'unité et à la consolidation de l'unité africaine. Nous sommes tous solidaires que ces trois pays puissent
relever le défi vraiment. C'est très important. On a tous vu le cas de la Libye ici. L'OTAN, les Américains, les Anglais, les Français ont conjugué le même effort pour venir détruire la Libye. C'est suite à cette destruction que le Sahel est en danger aujourd'hui. L'évolution des terrorismes, des djihadistes et consorts, ça a été à propos de cela. Aussi, faisons frontière avec le Niger. Donc, il faudrait que le Mali, le Burkina, le Tchad, même le Niger, la Guinée, que eux tous se donnent la main pour pouvoir contrecarrer les décisions de la CEDEAO afin qu'ils ne puissent pas toucher au Niger. Selon d'autres interlocuteurs, cet état de fait des pays africains qui fait atteinte à la crédibilité de l'organisation qu'est la CEDEAO n'est pas sans conséquence. De Bamako, Mali, Angèle Dabili pour Ifrica FM. Toujours dans le cadre des efforts diplomatiques pour la résolution de la crise nigérienne, l'émissaire de la CEDEAO, le président tchadien Mahamat Idriss Déby, s'est déplacé cette semaine à Niamey afin de rencontrer le président Bazoum, mais aussi le général Abdurrahman Tchiani, président du Conseil national de la sauvegarde de la patrie, qui est à la tête du pays. Plus de précisions avec le Hajj Ma'alem Oumarou Amadou, politologue nigérien. Le président tchadien représente un émissaire international de la CEDEAO qui est venu par accolade du président du Nigeria pour venir voir la junte militaire et encore pour voir la santé du président Bazoum et celui de l'ex-président Issou et en parler avec eux pour voir de quoi il s'agit et qu'est-ce que vous voulez. Et il a été bien accueilli par la junte, il a rencontré le chef militaire et après il a continué voir le président Issou Mamadou et encore il est parti voir le président Bazoum. Et c'est ce qui est très important parce qu'il n'y a pas un problème dans la vie qu'on ne peut pas avoir une solution. Mais tout ce que le peuple nigérien souhaite vraiment c'est le retour à la normale. Parce que les Nigériens ne sont pas habitués à affronter des sanctions ni des problèmes dans la sous-région. Voilà en quelque chose qu'on peut retirer et puis les retourner pour faire le compte rendu au président du Nigeria. Plusieurs voix se sont élevées cette semaine pour dénoncer l'intervention de militaires français pour disperser les manifestants autour de la représentation diplomatique française à Niamey, démentie par Paris. Pourtant, ces réactions demeurent très fermes. Pourquoi ce durcissement de voix de la part de la France qui affirme défendre ses intérêts et de quels intérêts s'agit-il? Élément de réponse avec Ahmed Kateb, spécialiste des questions internationales. Le Niger est devenu, après la sortie du Mali du G5 Sahel, le principal pays de la région avec lequel la France coopère et collabore dans ses opérations dites antiterroristes dans la région. Donc on comprend mieux pourquoi Paris hausse le ton d'une manière assez spectaculaire, il faut le souligner, pour menacer carrément les militaires au pouvoir à Niamey d'une intervention directe. Et cela intervient justement quelques heures après les menaces à peine voilées de la CEDEAO qui ont accordé aux militaires du Niger un délai d'une semaine pour revenir à l'ordre institutionnel. Cette semaine a notamment été marquée par la décision du Conseil national nigérien de la sauvegarde de la patrie de suspendre les exportations d'uranium de l'entreprise française Orano, une décision qui risque de compromettre sérieusement la sécurité énergétique de la France. Nous le rappelons, le Niger fournit le tiers de l'uranium consommé dans le pays. Prince Koya, spécialiste de l'Afrique, nous en parle. La France est un acteur majeur de l'exploration et de l'exploitation de l'uranium dans le pays. Le Niger, au vu de cette crise, souhaitant prendre ses distances de la France et même menaçant de ne plus vendre son uranium à la France, pourrait poser un vrai problème à la sécurité énergétique française. Le Niger fournit le tiers de l'uranium consommé en France, soit près de 35% des quantités globales en France, grâce à la mine d'Arlit. Cette mine est possédée et exploitée à 63% par Orano et à 33% par la Sopamine, la société des patrimoines des mines du Niger. Rappelons qu'en France, 56 réacteurs nucléaires sont répartis sur 18 centrales nucléaires et le tout consomme environ 8000 tonnes d'uranium par an. Sur instruction des nouvelles autorités du Niger, deux médias français, à savoir la chaîne de télévision France 24 et Radio France Internationale RFI, ont
été suspendues, ou la diffusion de ces deux chaînes ont été suspendues cette semaine de leur programme. C'est ainsi que le Niger se joint à la décision du Mali et du Burkina Faso d'arrêter la diffusion de ces chaînes. Selon Ali Diouf, rédacteur en chef du journal sénégalais Le Soleil, ces deux médias sont des outils de propagande qui servent les intérêts de leur pays, qui les finance. C'est ce qui explique justement ces dispositions prises par les nouvelles autorités nigériennes. Les médias occidentaux sont financés par les États, des médias comme France 24, RFI pour ce qui est de la France. Donc, ces médias-là servent de propagande. Ils ont un objectif bien défini, c'est accompagner la politique étrangère française, les défendre les intérêts français. Il faut voir ces médias en tant qu'organe de propagande et non en tant que vecteur d'information. Ce qu'il faut en Afrique, c'est avoir un média important qui prendrait en charge un peu cette question pour défendre la politique de nos pays, de nos États, nos intérêts de façon générale. Sur la situation au Soudan, la fermeture de l'espace aérien soudanais de nouveau prolongée cette semaine, une décision prise jusqu'à la mi-août sur fond d'affrontements armés. Seuls les vols d'aide humanitaire et d'évacuation sont exclus de cette mesure, selon l'aéroport international de Khartoum. Éclairage avec Amina Choupout. L'autorité de l'aviation civile du Soudan prolonge la fermeture de l'espace aérien du pays jusqu'au 15 août prochain, pour cause de combat continu, et ce, à l'exception des vols d'aide humanitaire et d'évacuation après obtention d'un permis des autorités compétentes. Annonce faite par l'aéroport international de Khartoum dans un communiqué. Cette décision intervient dans le contexte des combats repris dimanche dernier, notamment à Khartoum, où armées et forces de soutien rapide se sont affrontées. La situation a ainsi conduit à l'évacuation d'un des quartiers de la capitale et a poussé les autorités à prendre des mesures strictes pour préserver la sécurité des citoyens. À noter que l'espace aérien soudanais est fermé depuis le début des affrontements à la mi-avril, puisque les systèmes de navigation aérienne de l'aéroport ont été touchés. À ce jour, le conflit armé au Soudan a fait depuis son déclenchement plus de 3000 morts et plus de 6000 blessés, selon le ministère soudanais de la Santé, ainsi que plus de 3,5 millions de déplacés et réfugiés, d'après l'ONU. Cap sur le Sénégal à présent, les événements se précipitent dans le pays à 7 mois des présidentielles de février 2024. La situation politique et sécuritaire reste incertaine. Après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, le ministère de l'Intérieur sénégalais a annoncé cette semaine la dissolution de son parti. Amel Bouazza nous en parle. Nouveau développement au Sénégal suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko et la dissolution de son parti PASTEF. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur explique que le parti politique, à travers ses dirigeants et ses instances, a fréquemment appelé ses partisans à des mouvements insurrectionnels, ce qui a entraîné de lourdes conséquences, incluant de nombreuses pertes en vies humaines, de nombreux blessés, ainsi que des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés. Lundi, des manifestations de ces partisans font 2 morts. Des messages haineux et subversifs sont diffusés. Les autorités sénégalaises recourent alors à la suspension de l'accès à Internet sur téléphone via les données mobiles. Interpellé par la gendarmerie, Sonko est mis en cause pour appel à l'insurrection et autres crimes et délits. Le 1er juin dernier, il est condamné à 2 ans de prison dans une affaire de mœurs, ce qui le rend inéligible aux prochaines élections. Quelles conséquences de l'arrestation d'Ousmane Sonko sur les prochaines élections? Des élections auxquelles le président Macky Sall a renoncé à se présenter. Cap sur la Centrafrique. Les Centrafricains se sont prononcés cette semaine sur la nouvelle constitution par voie référendaire. Les résultats de ce scrutin sont attendus pour le 27 août prochain. La nouvelle loi fondamentale permet d'allonger le mandat présidentiel à un septennat. Éclairage avec Seham Bourazi. Les Centrafricains ont voté le projet de la nouvelle constitution. Près de 2 millions d'électeurs se sont présentés au bureau de vote. Les résultats provisoires seront publiés dans 8 jours. Ce scrutin permettra à l'actuel président Faustin Archange Touadéra de bénéficier d'un 3e mandat. Zine Charfaoui, spécialiste des questions africaines. La mesure phare de ce projet porte effectivement sur le mandat présidentiel qui passerait ainsi de 2 quinquennats ces derniers jours, touchés par la crise. Des sujets tels que la sécurité communautaire, la gestion des ressources locales,
sociales, le rôle des femmes et des jeunes, ainsi que l'implication des acteurs civils ont été abordés. Le président Touadéra déclare que ce projet de nouvelle constitution vise à favoriser le développement socio-économique et à apporter des solutions aux crises passées et aborder également la question de la Cour constitutionnelle. Il propose sa réforme pour remplacer l'institution par un conseil constitutionnel aux missions bien définies. Un œil sur la situation en Éthiopie. À présent, le gouvernement éthiopien a déclaré cette semaine l'état d'urgence après des affrontements armés en région d'Amara. Cette escalade de violence vient menacer le fragile équilibre du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, 9 mois à peine après la fin d'un conflit dévastateur dans la région voisine du Tigré, a annoncé un communiqué du bureau du Premier ministre Abiy Ahmed. Cette semaine a notamment été marquée par la mort de 9 civils tués dans 2 attaques terroristes dans la zone du lac du Tchad, dans l'extrême nord du Cameroun. L'attaque a été attribuée au groupe terroriste Boko Haram. Le point avec notre correspondant de Yaoundé, Lionel Bayonfils. La localité de Darak, dans le département de Logone-Charé, région de l'extrême nord du Cameroun, a été la cible d'une vague de violences meurtrières. Les terroristes sont arrivés de nuit et ont pris pour cible les villageois en pleine activité de pêche. L'autre attaque s'est produite à Djankana, dans la commune de Moura, située dans le département de Mayo-Sava, à proximité de la frontière avec le Nigeria. Un septuagénaire avait été retrouvé mort. Du bétail, notamment des moutons et plusieurs autres biens, avaient été volés. La commune de Barak est une cible des assaillants de Boko Haram depuis plusieurs années déjà. En 2020, 6 pêcheurs avaient été abattus. En 2019, au moins 3 pêcheurs avaient aussi été tués. Les pêcheurs et les éleveurs sont les cibles des terroristes parce que ces derniers cherchent à se ravitailler. La libre circulation des personnes et des biens qui caractérisaient le bassin du lac Tchad sont remis en cause par Boko Haram. Le fonctionnement socio-économique du lac s'est fragilisé, obligeant certains acteurs à migrer vers des zones estimées moins dangereuses. Depuis Yaoundé au Cameroun, Lionel Bayonfils pour Ifrekia FM. Culture pour clore notre semaine africaine. Cette semaine a été marquée par la Journée internationale de la femme africaine. Belles et rebelles, les femmes africaines n'ont rien à envier à celles du monde entier. Elles ont plutôt l'avantage d'être attachées à leur culture et valeurs ancestrales. Elles sont très nombreuses à avoir marqué le monde occidental de leur empreinte, comme la célèbre interprète malienne Oumou Sangaré. Écoutons ce portrait. Elle incarne l'une des plus belles voix de la terre-mère. Oumou Sangaré est la représentante mondiale des droits de la femme et de la petite fille. D'ailleurs, elle mérite bien son titre d'ambassadrice de la bonne volonté FAO. En 2002, en bonne femme africaine, elle remporte le prix de l'UNESCO en 2001. Depuis plus de 30 ans, elle se produit sur les plus grandes scènes telles que l'Opéra de Sydney, Central Park et de Queen Elizabeth Hall et d'autres. On la retrouve également dans les festivals africains tels que le Festival du Niger du Ouassoulou, dont elle est l'une des initiateurs. Durant ses tournées nationales et internationales, elle ne cesse de rappeler les droits de la femme et de l'enfant. À travers ses chants, elle incite les femmes à se battre pour leur liberté, égalité et leur émancipation dans la société, de prendre conscience de leurs forces et valeurs. Le combat engagé et noble de Oumou Sangaré s'explique par son enfance difficile. En effet, elle a été abandonnée par son père à l'âge de 5 ans et a été laissée à la seule charge de sa mère. Elle prend rapidement ses responsabilités et se sert de sa belle voix pour chanter des chansons qui se rapportent à sa situation personnelle. Et depuis, elle mène une lutte acharnée pour le droit de la femme et de la petite fille. Ces chansons se situent entre tradition et la modernité, sont la voix des sans-voix féminines. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève votre émission La Semaine africaine. Merci de l'avoir suivi sur les ondes de Ifrekia FM. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Excellente écoute de la suite de nos programmes. La Semaine africaine. Les grandes mutations sur le plan géopolitique. Les questions sécuritaires en Afrique et au Sahel. Développement, société, culture, cinéma, musique, festival, rencontres. Un comeback de la semaine sur l'actualité africaine.
La semaine africaine. La semaine africaine. La halte hebdomadaire sur Ifriqiya FM.